ravi de vous retrouver pour cette petite séance hebdomadaire sur l'imaginaire politique. Ce qui m'intéresserait de travailler avec vous aujourd'hui, c'est la dimension imaginaire du rêve politique. Dimension imaginaire que j'avais déjà en quelque sorte anticipée en vous parlant de là où on ne se comprend plus. On va essayer de faire ce lien entre l'imaginaire et la distance qui sépare parfois irréductiblement les individus dans un projet social et dans un projet politique. Donc je voudrais vous parler du rêve politique comme ce qui à la fois porte, nourrit, donne sa chair au projet politique et simultanément met en échec la rationalité du projet politique. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, pour avoir une formule qui claque un peu, que le rêve politique, en tant que fait social, c'est à la fois ce qui porte et met en échec le projet politique. La rationalité, pardonnez-moi, du projet politique. Bien. Alors on repart depuis le début. On a donc défini un rêve politique comme cet ensemble de représentations qui figure et délimite un avenir idéal, qui sert de point de repère. Bon, toutes ces représentations peuvent être évidemment manifestées à travers des rituels, des pratiques, des chants, des récits, etc. Ça peut aussi être ce qui est simultanément, évidemment, ce qui est vécu, imaginé par les individus. On a pu voir que ces rêves politiques étaient en quelque sorte structurés autour de pôles d'opposition, purification, unité, pluralité, territoire, absence de territoire, totalité de l'humanité, partie de l'humanité, temps de bouleversement, temps d'événement opposé à un temps pérenne. Bon, une fois qu'on a tout ça, maintenant on fait un bloc, on le met de côté et on s'intéresse au fait que ça participe d'une dimension imaginaire. Alors imaginaire qui est à la fois un imaginaire social, mais aussi il n'y a d'imaginaire social que parce que il y a de l'imaginaire individuel, il y a une capacité individuelle à imaginer. Et on se trouve là peut-être à la limite du social, c'est-à-dire au lieu dans lequel les individus demeurent irréductiblement des individus, principe de décalage ou de division à l'intérieur du processus d'institution, de fixation sociale, si on veut bien. Alors voilà, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est que le rêve politique, c'est à la fois un symbole, un signe de reconnaissance réciproque, un lieu de rassemblement, et en même temps qu'il nous place au lieu où l'appartenance réside, qu'il nous place au lieu où la fusion, l'institution totale, la socialisation complète échoue. Là où l'individu résiste à l'appartenance. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir que même quand il est objectivé, même quand il devient un projet politique, même quand il y a une répression qui accompagne ce rêve politique, le rêve politique demeure une matière instable, magmatique, en quelque sorte immaîtrisable, dans le tout, dans le rêve partagé, dans ce qui est partagé du rêve, comme dans la partie, c'est-à-dire la façon dont chacun s'approprie les choses. Dans un de mes bouquins favoris, La pensée captive de Czesław Miłosz, il y a une description très intéressante et surtout vue du point de vue des dirigeants du Parti communiste dans les démocraties populaires et en ce qui concerne Czesław Miłosz dans les démocraties populaires polonaises et lui arrive aussi de décrire ce qui se passait en Hongrie. Il nous dit voilà, je discutais avec des dignitaires du Parti communiste et de la dialectique matérialiste, et ils me disaient que les pires, les plus insupportables, les plus difficiles à faire rentrer dans le rang étaient ceux qui étaient des communistes fanatiques, ou plutôt même sincères, enthousiastes, ceux qui, sans la contrainte, étaient portés par un imaginaire communiste et par un rêve politique communiste. Or cela, et donne une formule de l'époque, qui est 1953, on les désignait comme des cas Mayakovsky, c'est-à-dire des enthousiastes, des immaîtrisables, ceux qui
à travers leur imagination, leur pulsion, leur désir de réalisation politique, se trouvait un, hmm, impossible à caser, impossible à faire rentrer dans les cases, à faire rentrer dans le bon rythme, à maîtriser en fait, impossible à maîtriser, se trouvait présenter une résistance en fait. De par leur trop forte adhésion, présenter une résistance. Bien. Inversement, il se pourrait que euh, on puisse interpréter la, la fin de l'Union soviétique et la chute de l'Union soviétique comme un moment dans lequel le rêve politique n'a plus été partagé. Plus aucun rêve politique n'était partagé, ni à l'échelle sociale, ni à l'échelle individuelle, et à partir de là, l'ensemble s'est effondré comme un château de cartes. Je me souviens quand j'étais à Sciences Po, j'avais un cours de théorie des relations internationales et on m'a soumis une espèce de vieille lanterne des théories internationales qui est la question suivante: pourquoi l'Union soviétique est-il tombée et comment est-ce qu'on pouvait prédire sa chute? À part Emmanuel Todd qui l'a prévu en regardant l'évolution de la courbe de mortalité infantile. Alors voilà, la question se pose et le fait le plus évident, c'est que cette chute n'a pas été prévue et que surtout il est très difficile de lui donner des causes objectives. Et on pourrait faire l'hypothèse que une des causes principales de cet effondrement, c'est l'effondrement du rêve politique qui soutenait toutes les actions quotidiennes des agents de la réalité soviétique, c'est-à-dire des gens. Euh, quand vous lisez, je regarde ma bibliothèque parce que j'essaye de trouver des yeux un de ses ouvrages, les ouvrages de Madame Alexievitch, donc qui est une espèce de journaliste sociologue et qui est allé interviewer voilà, d'anciens communistes, mais surtout d'anciennes petites mains, puis qui a beaucoup témoigné sur la réalité soviétique. On se rend compte effectivement que les gens étaient portés par ce que je décris à travers cette notion de rêve politique et cette espèce d'imaginaire qui embrasse et qui nourrit de manière très transversale tous les aspects de la vie quotidienne. Et donc on voit bien que quand ça tombe, c'est toute la capacité d'un ensemble politique à faire sens de manière sensible et pour chacun dans la vie quotidienne qui s'effondre. Bien. Alors, je voudrais réfléchir avec vous 4 modalités de la façon dont les rêves politiques investissent l'individu et les relations entre les individus. 4 niveaux que je décrirais comme 4 niveaux de crise. Parce que j'aurais tendance à décrire le rêve politique, dès lors qu'il participe de l'imaginaire, comme quelque chose qui se situe toujours à l'endroit où l'individu et le social, l'individu et le commun sont au maximum de leur relation par le rêve politique. L'individu embrasse au maximum son appartenance, mais simultanément, il lui échappe aussi au maximum à cet endroit-là. C'est là qu'il adhère, mais c'est aussi là qu'il se sépare. C'est là que l'individu entre en affection profonde et presque inconsciente avec la totalité d'un projet politique, mais c'est aussi là que, invariablement, il s'en sépare parce que ça procède de son imagination. Or, l'imagination est nécessairement une interprétation et une réinterprétation à une échelle individuelle, quand bien même l'imaginaire serait peuplé socialement et collectivement. Bien. Donc c'est un endroit assez amusant, voyez-vous. C'est un endroit, l'imaginaire et l'imaginaire politique, dans lequel à la fois on s'approche au maximum et systématiquement on est séparé. Alors ces 4 situations de crise sont lorsqu'il y a fusion, hein,
C'est-à-dire quand le rêve politique est vécu immédiatement, il n'y a pas de distance entre le rêve et la réalité. Deuxième niveau, celui de la discussion, lorsque plusieurs rêves politiques se confondent dans une cité telle qu'elle permet la discussion des rêves politiques entre eux. Une situation de tâtonnement lorsque on n'en parle pas et lorsque le pouvoir ne dispose pas d'un pivot, d'un relais dans l'imaginaire. Autre situation de crise, parce qu'en quelque sorte, là, les citoyens sont comme sans relais dans l'imaginaire, sans pivot, sans assise pour vivre la domination. Donc, fusion, discussion, tâtonnement, et enfin, opposition, affrontement. Lorsque plusieurs situations de fusion se rencontrent dans une même cité, qu'on distinguera de la discussion. Bien. Alors, pour décrire une situation de fusion, c'est relativement simple. C'est lorsque les individus vivent immédiatement leur rêve politique, lorsqu'il est dit qu'on est en train de vivre un moment messianique, lorsque le prophète est là et que chacun est en train de vivre leur rêve politique, je ne sais pas, Daesh et Abu Bakr al-Baghdadi en sont un assez bon exemple. Dans une situation de fusion, quand vous allez dans une société qui est purement en train de vivre le moment du rêve politique, lorsque ce présent-futur est complètement fusionné, lorsque la projection dans l'idéal est vécue, dans ces moments un peu totalitaires, l'individu est totalement investi, engagé, mobilisé par le rêve politique. Il n'a pas le droit de s'en dédire, et en un sens, ce sont peut-être les situations dans lesquelles on les discute le moins. C'est le moment où il est absolument urgent de ne pas parler du rêve politique en dehors des formes ritualisées qui permettent à chacun de sauver sa peau et surtout à l'ensemble d'être parfaitement un. On est dans un moment de véritable unité. Bon. Alors, c'est pas nécessairement des moments d'agression, c'est pas nécessairement des moments d'agressivité complète. Par contre, il s'agit effectivement de moments dans lesquels, c'est pas nécessairement d'ailleurs de moments, de situations sociales dans lesquelles l'individu doit être totalement investi, engagé, mobilisé par le rêve. Toutes ces actions sociales sont informées par ce rêve. L'individu se doit en quelque sorte au rêve. En revenant sur ces affaires de temps, je suis tombé récemment dans un ouvrage qui s'appelle La Bible des Roms, qui est donc un échange entre un Rome qui s'appelle Zanco et un révérend père qui s'appelle Monsieur Chattard. Et je voudrais vous en lire un passage parce qu'il est fort et à mon sens il exprime assez bien cette notion de fusion. Alors, c'est Zanco qui parle. Zanco qui est un chef en quelque sorte, qui se présente comme un chef de tribu rome d'origine russe en France, autour de Villeurbanne, et on est au milieu des années 50. C'est un soir en Russie, après l'une de nos rudes journées, que j'ai entendu cette histoire pour la première fois. J'avais peut-être 14 ans, j'en ai plus de 80 aujourd'hui. Je dis à mon grand-père alors que nous étions rassemblés sous la tente: comment se fait-il que nous soyons toujours et sans fin chassés de partout? Comment se fait-il que nous soyons le peuple qui n'ait pas d'écriture, pas d'organisation, pas une terre à lui, pas d'armée ni de police, pas de gouvernement, pas de puissance? Donc la question de l'enfant au grand-père, c'est comment expliquer notre destinée politique, notre sort, notre vie, notre organisation? Les autres, les jeunes, disaient comme moi. Alors mon grand-père a parlé. Il a rappelé les paroles de son père. Nous avions jadis, dans un premier monde, un roi et une puissance.
C'était la plus grande puissance qu'il y eût sur la terre en ce temps-là. Mais notre roi avait lui-même un chef. Il devait lui rester soumis, et notre puissance dépendait de ce chef qui tenait toute la puissance de la terre entre ses mains. C'était la puissance du puro d'elle, de Dieu. Notre roi a voulu acquérir une puissance plus grande encore que celle qu'il détenait et prendre toute la puissance de la terre en ce temps-là, en son pouvoir. Il a voulu enlever leur puissance aux hommes du puro d'elle. Alors le pauvre d'elle l'a noyé avec tous ces hommes et les rares qui ont pu se sauver des eaux, et il les a maudits de telle sorte qu'ils ne puissent jamais plus faire une puissance à eux. Ces hommes se sont enfuis dans les montagnes voisines, ils sont devenus une race de fugitifs et nous sommes leurs descendants. Et mon grand-père a raconté l'histoire. Je l'ai entendue depuis je ne sais combien de fois, toujours avec la plus grande attention, comme beaucoup d'entre nous, comme mes fils eux-mêmes. Et là, le point important, ces choses se sont tellement fixées dans mon esprit que chaque fois que j'y pense, c'est comme si je les avais sous les yeux, je les vois. Ces choses se sont tellement fixées dans mon esprit. Et là, vous avez un récit, un rêve politique qui englobe passé, présent, futur. Ce n'est pas un modèle dans lequel les événements sont à venir. Ce n'est pas un modèle qui englobe toute l'humanité, qui englobe une partie de l'humanité. Ce n'est pas un modèle qui englobe un territoire spécifique, mais néanmoins il est territorial et il parle d'une errance. Mais c'est un rêve politique qui, très concrètement, même s'il s'inscrit dans des mythes, informe totalement chacune des actions des individus. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est que si vous lisez ce petit ouvrage sur les mythes perses de Vestas Arkosh-Curtis, vous allez retrouver exactement le même récit. Attendez que je vous retrouve ça. Donc, dans les mythologies perses, et notamment dans le Shahnameh, il existe un mythe quasiment identique, avec donc Dieu qui crée une première race des seigneurs, avec un premier roi qui s'appelle Kiyumar, et puis avec un roi le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus juste, qui s'appelait Jamshid. Et Jamshid, après Dieu sur la terre, était le plus grand pouvoir, et c'est lui qui a créé les classes sociales, créé l'essentiel des arts. Et puis à un moment donné, il a voulu avoir la lumière divine au-dessus de lui, la couronne divine en quelque sorte, et à ce moment-là, il a attiré sur lui la malédiction du Dieu et une ère sombre et dévastatrice au-dessus de lui. Bon, je reviens à ma typologie. Le premier point, c'est celui dans lequel il y a fusion, c'est-à-dire que le rêve politique est vécu. Nous vivons dans la fiction collective, nous sommes en train de vivre ce temps, ce lieu où l'imaginaire a embrassé la situation politique. Alors ça paraît bizarre de dire le projet, mais on pourrait dire le projet politique. Et cette parole-là, ces récits, il faut les dire et les répéter en les respectant à la lettre. C'est exactement ce que Zanko nous dit. De génération en génération, il faut le respecter comme on respecte un texte sacré. Et Zanko précise aussi que on a arrêté d'en parler avec les autres. On a arrêté d'en parler avec les autres parce que les autres n'étaient jamais d'accord, ils nous prenaient pour des fous, ils nous prenaient pour des mauvais chrétiens, etc., etc. Bref, pour pouvoir protéger cela, il a fallu le fermer. Il a fallu le clore, il a fallu le sanctifier, sacraliser totalement ce discours. Et donc, étonnamment, pour appartenir à cette communauté, il faut pouvoir réciter par cœur ces textes, tout autant qu'il faut s'abstenir de les discuter, aussi bien en interne qu'à l'extérieur. Donc, vous voyez, première position, la fusion, le texte est vécu, le rêve ne se discute pas. Bien. En deuxième position, la discussion. Alors,
c'est pas très difficile. Ça se situe dans toute société dans laquelle, je sais pas moi, par exemple, quelqu'un dont l'imaginaire politique serait plutôt tourné vers la Révolution française et un État, une personne dont l'imaginaire politique serait plutôt structuré par la Commune ou par la révolution des soviets, voilà, que ces deux individus puissent discuter, confronter, se séduire, s'embobiner les uns les autres. Alors, on est dans une situation où il y a des rêves politiques qui sont en quelque sorte suffisamment distincts du pouvoir, qui laissent cette marge pour que les rêves politiques puissent se rencontrer, s'interpénétrer, discuter, etc. C'est probablement encadré tout cela par un pouvoir qui est imprégné d'un rêve politique plutôt orienté vers la pluralité. Quand je dis ça, ça peut paraître un peu violent, mais pour revenir au rhum, le gadjo, c'est quand même un petit peu l'impur, hein, c'est aussi un peu le chien. Il y a vraiment une notion d'unité dans certains groupes roms. Bien. Alors, fusionner, discuter. Troisièmement, tâtonner. Alors, tâtonner, j'ai pas grand chose à en dire. C'est probablement la situation dans laquelle on vit. C'est celle dans laquelle, effectivement, on ne parle pas de rêve politique. Ceux-là sont probablement en train de s'élaborer de manière discrète autour de nous. Mais enfin, on n'en parle pas essentiellement parce que ce n'est pas une catégorie qui nous paraît pérenne. Et surtout, le pouvoir ne dispose pas d'un relais, d'un pivot direct dans l'imaginaire. D'abord parce qu'il prétend pour lui-même relever d'une certaine forme de rationalité, et enfin parce que les pivots qu'il a dans l'imaginaire ne sont plus reconnus comme légitimes et ne font plus rêver. Alors, le dernier point que je vous propose à la réflexion, c'est l'opposition. Quand il y a plusieurs fusions au sein d'une même cité, plusieurs groupes fortement rassemblés autour, en fait plusieurs groupes qui affichent de l'indiscutable. Bon. Alors, par exemple, je sais pas moi, Marc Aurèle et la Providence d'un côté, et les premiers chrétiens de l'autre, qui visent le martyr. Vous avez d'un côté un rêve politique basé autour de l'idée d'une providence et d'un ordre romain, d'un ordre césarien qui viendrait, même s'il ne faut pas se césariser, nous dit Marc Aurèle, qui viendrait créer quelque chose comme une cité mondiale romaine, ou Orbi et Orbi. Et puis de l'autre côté, la vision d'une cité divine qui justifie toutes les actions et d'un futur avènement du Christ, etc. Et des Romains dans la capacité totale de comprendre le martyr, des chrétiens qui vont se faire manger par les lions plutôt que de renier leur vision du monde, leur vision du futur, leur vision de leur âme, etc. etc. Là, on est clairement dans une situation d'opposition. Voilà, entre deux rêves. J'ai un autre moment plus récent comme ça d'incompréhension assez joli qui est apparu au procès d'Abdelkader Merah, le frère de Mohamed Merah, donc responsable d'attentats terroristes en France. Et pendant le procès de son frère, qui se déroule en ce moment-là, en octobre 2017, deux questions ont été posées à Abdelkader Merah, qui dit qu'il est fier d'être français, en quelque sorte, pas qu'il est renégat, mais qu'il voudrait bien ne pas être condamné pour terrorisme, qu'il n'a jamais supporté les thèses, etc., etc. Et les juges l'ont coincé avec deux questions très simples, mais qui engagent son rêve politique. Et c'est l'endroit où l'individu cesse de pouvoir jouer. Ils lui ont dit la chose suivante. Est-ce que vous pensez que votre frère est au paradis, d'un côté, et l'autre question c'était le jour du 11 septembre, à votre avis, est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose?
Est-ce que vous pensez que les gens qui sont morts en septembre méritaient de mourir, quoi? Et d'un côté comme de l'autre, il s'est retrouvé coincé, dans l'incapacité de répondre. Dans l'incapacité de répondre parce que répondre engageait une désolidarisation vis-à-vis de toutes ses convictions les plus profondes. Bien. Je ne veux pas m'attarder là-dessus parce que c'est assez facile à comprendre la façon dont deux rêves politiques peuvent s'opposer et à ce moment-là attraper l'individu au plus profond. Et donc, que ce soit dans une situation de fusion, dans laquelle on ne peut plus discuter parce que justement, une appartenance totale est exigée. Et toute discussion, toute expression personnelle du rêve, non encadrée par des rituels et par des paroles ritualisées, engagerait une séparation. Que ce soit dans un modèle de discussion, où on peut simplement se confronter, ou au contraire s'embobiner, mais sûrement pas se convaincre de manière rationnelle. Bon, le tâtonnement, situation de tâtonnement où en quelque sorte le pouvoir est délégitimé parce qu'il n'investit pas cette dimension, et cette dimension dépérit en quelque sorte collectivement, et où on va tâtonner pour essayer de retrouver d'autres sources d'inspiration. Et enfin, le modèle d'opposition, le modèle de conflit. Il me semble que, à travers ces différents éléments, et en se plaçant dans la situation vécue des individus, on comprend toute la maladresse, ce que j'aurais tendance à appeler l'inopérance du social, et à la fois sa fécondité. C'est-à-dire que là où le social doit passer par l'imaginaire, il se retrouve dans un endroit où l'individu est contraint à soit adhérer aveuglément et à se tenir en apnée dans cette adhésion, soit se séparer par la simple expression, par l'imagination, soit essayer d'entrer dans une discussion-séduction qui n'est pas rationnelle et qui relève plutôt d'un art d'amadouer à travers l'imaginaire. Donc voilà, cette petite vidéo était là simplement pour vous rappeler la chose suivante. En s'occupant d'imaginaire, en s'occupant de rêve politique, on s'occupe d'imaginaire, en s'occupant d'imaginaire, on s'occupe d'une matière friable, instable, et qui est comme à la limite du social, c'est-à-dire à la fois ce qui permet à l'individu d'adhérer le plus profondément et de mettre le plus possible ses tripes dans le social en quelque sorte, et simultanément c'est ce qui irrémédiablement présente le risque de l'individuation, présente le risque de la fragmentation, de la séparation. Bien. La semaine prochaine, nous commencerons à tester nos outils et notre définition du rêve politique au premier exemple. Sur ce, amusez-vous bien, passez une bonne semaine.